sportifs connectés, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de nakan.ch. J'ai le plaisir de retrouver, une fois n'est pas coutume, Hermano pour un nouvel épisode. Salut Hermano. Salut Greg et bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu vas bien Hermano ? Écoute, ça va relativement bien. Je m'entraîne gentiment en ce moment, j'arrive presque à courir tous les jours. Je profite du beau temps et mon objectif, pour l'instant, tant que je suis pas revenu dans une prépa marathon ou autre, c'est d'essayer de retrouver du plaisir et de la sensation. Donc, je n'utilise quasiment jamais ma montre. Alors, on va parler de la montre parce que au cours des épisodes précédents, on parlait désespérément des fameux commentaires et des fameuses réactions que nos auditeurs pouvaient nous laisser sur le podcast. Des auditeurs qui étaient un petit peu timides, qui étaient un petit peu réservés quant au fait de déposer des messages vocaux ou écrits sur le WhatsApp, par exemple, du podcast, où on trouve toutes les références sur podcast.nakan.ch. Les premiers messages commencent à arriver, Hermano. Qu'est-ce que nous disent ces messages ? Alors, aujourd'hui, on va parler du message de Arthur, qui nous demande pourquoi est-ce qu'on évoque tout le temps la métrique de l'allure, donc des minutes par kilomètre, et pas des kilomètres-heure, qui, lui semble plus naturel, parce que depuis des temps millénaires, quand on voit sur les panneaux autoroutiers les limitations de vitesse en kilomètres-heure, c'est des choses qui nous sont beaucoup plus familières. Alors, pourquoi est-ce que on devrait passer à une nouvelle mesure quand on commence la course à pied, qui nous semble un petit peu obscure, probablement quand on commence la course à pied, ce sont les minutes par kilomètre. Donc en général, on appelle ça l'allure, et puis la vitesse, c'est les kilomètres heure. Alors toi, Hermano, est-ce que tu utilises l'allure ou la vitesse sur ta montre GPS quand tu l'as au poignet? Parce qu'en l'occurrence, ces temps, tu ne l'as pas. Non, ces temps, je l'ai au poignet. Je la démarre avant de partir courir et je l'arrête quand j'ai fini. Et puis, je regarde brièvement le compte-rendu de ma sortie. Mais c'est vrai que je ne la regarde pas pendant l'entraînement. Je m'efforce de courir à la sensation. Écoute, c'est très drôle ce que tu me dis, parce qu'il me semble que l'un des derniers épisodes qu'on a fait, on parlait justement des problèmes que je rencontrais avec ma montre et des données qu'elle m'indiquait pendant ma dernière course. Donc je suis un peu mitigé. Je pense que je vais arrêter de regarder cette fameuse donnée qui est soit l'allure, soit la vitesse. Mais en tout cas, de mon côté, j'opte énormément pour l'allure. Eh bien, c'est vraiment pareil pour moi. Et alors, il y a plein de raisons qui plaident en faveur de l'utilisation de l'allure plutôt que de la vitesse. Donc, tu le disais dans l'épisode où on parle de pacing, typiquement en compétition, on parle de cette allure GPS des montres. On va pas revenir dessus, mais qui est pas suffisamment précise pour se baser là-dessus. On donne dans l'épisode en question donc toutes les astuces et tout ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir des données qui sont fiables en termes d'allure ou de vitesse. C'est exactement la même chose. Donc on revient pas là-dessus, vous allez télécharger l'épisode qu'on a déjà publié à ce sujet, puis vous le réécoutez avec délectation pendant votre séance de course à pied pour tout savoir sur la précision. Par contre, une fois qu'on a une donnée précise, on a toujours le choix, on peut afficher de l'allure ou de la vitesse. Alors ça dépend des montres. Sur les Garmin par exemple, on peut choisir si on veut afficher un champ d'allure ou de vitesse. Sur la Polar, c'est dans le profil d'activité qu'on va choisir l'unité, donc on bascule tout le profil en kilomètres-heure ou en minutes par kilomètre. Enfin bref, ça dépend un peu du fabricant, mais en l'occurrence, on a toujours en général ce choix de basculer entre kilomètres-heure et minutes au kilomètre. Sachant que tout ça, c'est valable que dans nos pays où on utilise le système métrique, parce que dans les pays où on utilise le système impérial, j'imagine qu'on a les mêmes mesures, mais apportées aux miles, donc les minutes par miles et les miles par heure. Oui, alors chez l'oncle Sam, ils auront exactement les mêmes choses, mais simplement ce sera pas des kilomètres-heure, mais des miles par heure pour les notions de vitesse, et puis pas des minutes au kilomètre, mais des minutes au miles pour ce qui est de l'allure. Mais donc du coup, oui, c'est exactement la même problématique. Alors moi je vais te dire déjà la première chose qui me vient à l'esprit quand on me demande pourquoi j'utilise l'allure plutôt que la vitesse, c'est tout simplement le pacing en compétition. On en parlait, mais là c'est intéressant de revenir dessus. Je cours un marathon et puis je déclenche un tour manuel lors de chacun des panneaux kilométriques. C'est beaucoup plus facile pour moi de savoir si mon allure était correcte sur le dernier kilomètre si je réfléchis en allure, parce que au moment où je déclenche mon tour,
quand je vois mon panneau du kilomètre 21 et je l'ai déclenché au kilomètre 20 et je sais qu'entre les deux j'ai fait exactement 4 minutes et 53 secondes, et ben c'est facile, j'ai aucun calcul mathématique à faire dans ma tête, je sais que je suis en 4,53 au kilomètre. Donc là, le chiffre, il est utilisable tel quel. Donc une fois qu'on a cette donnée en référence, bah, c'est beaucoup plus facile déjà de raisonner sur des distances comme ça. C'est beaucoup plus facile de prévoir des temps sur X kilomètres quand on raisonne en minutes par kilomètre plutôt qu'en kilomètres heure, parce que si je te dis j'ai passé le kilomètre 3 en 12 minutes et 17 secondes, quelle était ma vitesse en kilomètre heure? 4 minutes... bah non, j'étais en allure. Bah voilà, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Il suffit pas de diviser par 3, ça devient un calcul très complexe. Et donc du coup, voilà pourquoi c'est beaucoup plus facile de raisonner en minutes par kilomètre. Enfin, c'est mon avis. Et puis il y a une deuxième raison, c'est une question de précision. Si on veut faire des allures extrêmement précises et extrêmement ciblées, par exemple sur la piste, pour des répétitions. Si je prends par exemple l'écart, j'ai ici une page web avec un tableau des temps au kilomètre et puis du kilomètre heure. Et si je prends la différence qu'il y a entre 10 km heure et 10,5 km heure, donc les montres affichent en général un dixième de kilomètre heure après la virgule. Donc on voit que là il y a 5 incréments possibles. Il y a 10, 10,1, 10,2, etc. jusqu'à 10,5. Donc il y a 5 incréments pour un demi-kilomètre heure. Si je prends le temps au kilomètre, par contre, 10 km heure, c'est facile, c'est 6 minutes au kilomètre. Si je prends 10,5 km heure, c'est 5 minutes 43 secondes. Donc ça veut dire qu'il y a 17 secondes d'écart entre 10 et 10,5 km. Et donc du coup, c'est beaucoup plus précis au niveau de l'incrément de vitesse. Donc c'est le deuxième argument, entre guillemets, massu que je vais mettre en avant pour utiliser l'allure plutôt que les kilomètres à l'heure, donc la vitesse. Bah, disons que moi, j'abonde totalement dans ton sens. Aussi loin que je me souvienne, c'était à peu près instinctif pour moi de réfléchir en allure, c'est-à-dire en minutes par kilomètre. Et pourtant, à l'époque, j'étais pas véritablement coaché par quelqu'un. J'étais dans un club, mais dans le club, on faisait plutôt des entraînements sur piste, et puis les autres entraînements, on les faisait de notre côté, ou alors c'était la sortie longue du dimanche, où là, on regardait pas forcément l'allure ou la vitesse. Donc, instinctivement, j'en suis venu à calculer, à regarder mes temps en minutes au kilomètre. Après, comme tu le disais, il y a aussi une certaine facilité. Quand on fait les temps intermédiaires sur les courses, en partant du postulat que les panneaux sont bien placés, eh bien, on bip tous les kilomètres, enfin tous les panneaux. Donc c'est aussi plus facile de vérifier, de s'assurer de son allure, ou voire même de la calculer. Et puis, dans cette idée de vérifier, calculer son allure, moi je dirais quand même aussi qu'il y a certains automatismes qu'on prend à force de courir ou de se fixer des objectifs. Par exemple, si tu veux courir un marathon en 3h30, tu sais que ça va correspondre à 5 minutes au kilomètre. Je te modifie comme ça de tête de me sortir la vitesse sans chiffre après la virgule qui correspondent à cette allure. Si tu veux courir un marathon en 3 heures, c'est pareil, tu vas être en 4 minutes 15, ce qui semble relativement plus rond et précis que 14, quelque chose kilomètre heure. Donc moi, il y a ces arguments-là qui plaident en la faveur de l'utilisation de l'allure. Et puis, je sais pas toi de ton côté, mais de mon côté, mon coach m'a toujours parlé en allure. Il m'a toujours fixé des allures pour les entraînements qu'il me donnait, sauf les entraînements au feeling, sans allure, voilà, c'est autre chose. Mais donc forcément, j'allais pas m'amuser derrière à refaire la traduction. Alors non, effectivement, quand tu discutes avec des coureurs à pied, qu'ils soient des athlètes, des coachs, que ce soit des gens qui sont proches de la course à pied, c'est vraiment une réflexion en allure qui ressort des discussions tout le temps. C'est vrai que au tout début de ma carrière de coureur à pied, c'est vrai que les premiers entraînements, je les ai réfléchis, je les ai perçus en kilomètre heure, parce que comme on le disait au tout début, c'est vraiment la mesure qu'on utilise depuis qu'on assimile de la vitesse, quand on apprend à conduire, quand on commence. Moi, j'ai commencé aussi par le vélo. Sur le vélo, on utilise des kilomètres heure et pas des minutes par kilomètre, même si parfois maintenant ça m'arrive de raisonner aussi en termes d'allure quand même sur le vélo, où on sait que 60
30 km/h, c'est 1 minute au kilomètre. Donc 30 km/h, c'est 2 minutes au kilomètre. Pour faire des estimations de temps sur des distances données ou sur des parcours donnés, voilà. Moi, j'en reviens aussi à mesurer l'allure sur le vélo, mais c'est parce que j'ai acquis de la pratique grâce à ça. Alors, je pense que pour tout coureur débutant qui, par facilité, parce que c'est une unité qu'il connaît, il veut utiliser la vitesse, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire cet effort de switcher sur l'allure pour utiliser ces minutes par kilomètre, parce qu'ensuite, pour ses entraînements futurs, pour la discussion et la comparaison avec les autres coureurs à pied, pour pouvoir interagir avec un coach, enfin bref, il y a plein de raisons pour lesquelles ce sera beaucoup plus simple de réfléchir en termes d'allure plutôt qu'en termes de vitesse. Et puis, tout ça, ça rend pratique le pacing sur la compétition, et c'est vraiment la finalité de la chose, et c'est aussi pour ça que c'est beaucoup utilisé. Ouais, pour autant que, comme on le disait au début, on change pas de lieu de compétition. Si vous vous entraînez toute l'année en Europe et que vous avez décidé d'aller courir le marathon de New York ou de Boston ou autre marathon sur un autre continent, ça paraît un peu plus compliqué là de se pacer au kilomètre. Après, je connais pas ces grands marathons là, mais je pense qu'ils ont aussi des panneaux au kilomètre et pas uniquement au match, non? Alors, je saurais pas te dire, parce que New York, il est sur ma liste à faire avant que je meure, mais par contre, j'y suis pas encore allé. Et donc, j'ai pas fait de marathon ou de grande course sur des territoires qui utilisent ces données empiriques que sont le miles et le miles par heure. Mais c'est vrai que, on en parlait, c'est des données à assimiler. Si aujourd'hui, tu me dis, Greg, tu es à 8 minutes 12 au miles, moi, ça me parle absolument pas. J'ai aucun référentiel par rapport à ça. Et donc, je me mets à la place du coureur où on lui dit tu cours à 4 minutes 20 au kilomètre. Et pour lui, c'est le même chinois. Donc, c'est des données qui sont à appréhender. Hein. C'est vraiment comme si quelqu'un qui a jamais fait de la voile, on lui dit maintenant on a un bateau qui avance à 18 nœuds. Ouais, ok, ça va vite, pas vite. On se rend pas du tout compte. Donc, c'est des données qu'il faut appréhender. Mais là, l'idée, c'est de venir rapidement le marin expérimenté qui sait exactement à quelle vitesse ça va pour pouvoir utiliser ces notions d'allure. Ouais, après, moi, je voudrais quand même mitiger le propos et je voudrais quand même dire que parfois, il m'arrive, alors je dirais pas de réfléchir ou de calculer en kilomètre-heure, mais de regarder les vitesses en kilomètre-heure quand elles sont beaucoup plus importantes. Alors, notamment en vélo, tu l'as dit, hein, et moi, j'en suis pas encore arrivé à m'entraîner à l'allure au vélo. Comme toi, parfois, pour calculer la durée d'un entraînement, je vais regarder quand même cette allure, enfin le temps que va me prendre l'entraînement. Si je dois faire 120 km à 32 km/h, je vais convertir ça en allure pour savoir combien de temps ça va me prendre. Mais donc, ouais, j'ai tendance à regarder les km/h pour les vitesses qui sont plus importantes, donc en vélo, mais des fois, quand je regarde certaines courses avec des pros ou avec des copains qui sont très très balèzes, ils courent un semi en 1 heure. Ça fait quand même qu'il court à 21 km/h. Et là, je pense que le kilomètre-heure, la vitesse prend tout son sens. C'est-à-dire pour les valeurs qui sont plus importantes et pour mettre en parallèle avec d'autres choses. Oui, ça c'est certain. Et puis c'est surtout, moi je l'utilise surtout comme exemple quand je parle à des non-initiés en course à pied qui me demandent mais qu'est-ce que c'est l'allure du champion sur marathon. Si je lui dis le mec il court le marathon en à peine plus de 2 heures, ça lui parle absolument pas parce qu'il se rend pas compte. Il y a des personnes, tu leur parles de marathon et ils te demandent oui mais c'est un marathon de quelle distance. Mais non, en fait voilà, un marathon c'est toujours 42 km. Donc ça déjà normalement c'est une constante. Et puis ensuite tu lui dis ouais il a fait le marathon en 2 heures ou tu lui dis il a fait le marathon à moins de 4 minutes au kill, le gars, ça représente rien du tout. Tu lui dis, il a couru un marathon, donc il a couru pendant 2 heures à plus de 20 km/h. Là, tout de suite, ça parle parce que c'est des données qui maîtrisent. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que nous, quand on nous parle en minutes par kilomètre, normalement, ça nous parle. Et en tout cas, à moi, tu me parles d'allure ou de coureurs qui sont à moins de 4,20 au kilomètre, et je suis impressionné. Hein, donc voilà. Et il y a pas forcément que ce soit sur des distances très longues. Ouais. Du coup, je pense qu'on a fait le tour sur la question d'Arthur, qui était pourquoi est-ce qu'on utilise plutôt l'allure, à savoir les minutes par kilomètre, plutôt que la vitesse, à savoir les kilomètres par heure. Toujours raison gardée exactement. Dans un système métrique. Sujet annexe qu'on peut discuter, c'est les autres données qu'on trouve utile de garder sous les yeux. C'est des choses qu'on me demande quand même passablement souvent sur le site. Je teste des montres, je teste ça, je poste quelques images des montres que j'utilise. Alors pourquoi est-ce que tu utilises tel champ de données, pourquoi tel autre? On peut parler un petit peu des autres données qu'on affiche. Alors outre l'allure sur ta montre de course à pied, en profil de course à pied, quelles sont les
d'informations qui, pour toi, Hermano, sont importantes lorsque tu fais un entraînement ou une compétition en course à pied? Alors, je dirais que sur une compétition, je suis plus frugal que sur un entraînement. Sur un entraînement, j'ai plutôt tendance, et notamment quand c'est un entraînement particulier, spécifique, ciblé, avec des consignes bien précises de la part de mon entraîneur, à rechercher plus de détails. Je regarde l'allure, je regarde la distance que j'ai parcourue au moment où je regarde ma montre. Parfois, ça me sert aussi à réajuster mon entraînement. Si j'ai une sortie de 15 km à faire et que à 7 km, je me pose déjà la question quand est-ce qu'on rentre, ça veut dire aussi que l'entraînement il n'est pas forcément bien parti ou bien géré, mais ça peut me permettre aussi de répondre à la question toute simple. Bon, alors pour faire mes 15 bornes, est-ce que je vais à droite ou à gauche? J'en suis où? Je suis à 8, ok. Si je continue tout droit, je vais plutôt y arriver par là. Donc ça, c'est une donnée que j'affiche. J'affiche aussi souvent le temps de déplacement, donc depuis combien de temps j'ai lancé la séance. Pareil, c'est comme pour la distance, ça me permet d'avoir un peu une visibilité de où j'en suis dans la séance. Et puis, comme souvent dans nos vies actuelles de papa, d'époux, d'employés et autres, et de podcasteurs aguerris, bien sûr, ça, nos auditeurs le savent, on est tellement bons. Bref, tout ça pour dire qu'on a des journées super chargées et des fois l'entraînement c'est un peu short et du coup j'affiche le champ de l'heure. Alors on n'est pas très loin hein, au niveau des données de base qu'on affiche parce que moi alors j'essaie de faire abstraction de l'heure pendant mes entraînements, malgré le fait qu'on a des vies qui sont très chargées, qu'on a tout le temps quelque chose à faire, qu'on n'a jamais assez de temps pour les faire. Mais j'essaie vraiment de faire abstraction. C'est-à-dire que je vais planifier un entraînement d'une certaine distance. Je sais quand je vais faire demi-tour ou combien de répétitions je vais faire dans mon entraînement pour qu'il rentre dans le temps que je me suis donné. Mais pendant mon entraînement, j'ai envie de penser à mon entraînement et pas au fait que dans une demi-heure, j'ai une séance ou un truc comme ça. Donc, moi, sur ma première page de données, j'affiche en général 4 données par page sur mes montres parce que c'est le maximum en général qu'on peut mettre dessus. Donc sur la première, on en a parlé, hein, il y a l'allure, il y a la durée totale que j'affiche également pour savoir où j'en suis dans ma séance, la distance totale également. Et puis, alors historiquement, j'utilisais la fréquence cardiaque comme 4e donnée. Maintenant, elle a laissé place à la donnée de puissance en course à pied. Donc sur ma première page de données, j'ai ces données-là. La deuxième, j'ai une page de données qui est spécifique pour les répétitions, pour les entraînements par intervalle, où je vais avoir le nombre de répétitions que j'ai déjà accomplies dans mon entraînement, comme ça me permet de resituer où j'en suis si j'ai perdu le fil dans ma tête, la durée de la répétition, la distance de la répétition, parce que parfois on travaille en distance, parfois on travaille en temps, et puis toujours cette donnée de puissance instantanée, parce que c'est là-dessus que je cible mes zones d'entraînement maintenant, et j'ai vraiment un entraînement qui est structuré sur les zones de puissance, donc j'affiche encore cette donnée-là. Et puis sur le troisième écran de données, alors là c'est des données qui sont un petit peu plus que je consulte comme ça de temps en temps. Il y a la fréquence cardiaque encore, il y a le dénivelé positif pour savoir un petit peu où j'en suis au niveau aussi monter descendre. Et puis je crois que sur cet écran-là, actuellement sur la montre que j'utilise régulièrement pour m'entraîner maintenant, il y a quand même l'heure. Mais c'est pas une page sur laquelle je vais très souvent, la troisième. Bon alors pour le D+, ça c'est normal, c'est parce que t'habites en Suisse. Alors chez moi, il y a jamais de plat en fait. Il y a soit de la montée, soit de la descente. Non, c'est pas vrai. Je vais souvent courir pendant mes pauses de midi au bord du lac où c'est extrêmement plat. Mais par contre, c'est vrai qu'autour de chez moi, là, un petit peu dans les verts pâturages du nord lausannois, c'est vrai qu'il y a peu de plats. Ouais, j'en ai des bons souvenirs. Et puis ce week-end aussi, j'ai vu des choses sympas du côté de la Suisse alémanique. Bref, c'était pas le sujet du jour. Et du coup, à chaque fois que tu testes un nouveau produit, à chaque fois que tu testes une nouvelle montre, tu reconfigures tes écrans pour que ça ressemble toujours à peu près à ça ? Alors, je vais te dire que ça dépend, parce que si je l'utilise parallèlement à une des montres que moi j'utilise régulièrement pour m'entraîner, donc là, les auditeurs me demandent aussi ce que j'utilise pour m'entraîner, ça change hein, de mois en mois, mais en ces temps, je navigue entre la Fenix 5 Plus de Garmin et puis la Polar Vantage V, donc voilà, entre les deux crèmeries, mon cœur balance, donc j'utilise à peu près une fois sur deux l'une et l'autre.
Et donc sur ces 2 montres, j'ai tous mes champs qui sont configurés pile poil, picobello, comment j'aime, les pages de données organisées, etc. Donc si parallèlement à une de ces 2 montres, j'utilise une montre en test, je vais pas forcément remanier tous les champs de données, toutes les pages pour avoir exactement mes données dessus. Je vais organiser mes données pour que les données que je veux tester pendant cet entraînement soient disponibles, soient affichées. Et donc du coup, je vais quand même utiliser ma montre habituelle pour enregistrer mon entraînement, pour le mettre dans TrainingPeaks, qui est ma plateforme de référence pour l'enregistrement à long terme. Par contre, c'est clair que si je m'entraîne avec 2 nouvelles montres, je vais quand même aimer avoir mes données habituelles, donc je vais en configurer une des 2 pour qu'elle affiche ces données-là. Ouais. D'accord, mais du coup, tu pars régulièrement courir avec 2 montres au poignet? Ah, quasiment tout le temps. Enfin, depuis le mois de mai, là, cette année, c'est tout le temps parce que, Garmin a sorti plein de nouvelles montres ces derniers temps. Donc là, je suis en train de sortir plein de tests sur les montres Garmin. Au moment où on publiera ce podcast, je serai enfin arrivé un petit peu au bout de toute cette série de montres Garmin à tester. Il y a Suunto qui en a sorti une, il y a Polar qui a sorti la Ignite. Donc, ouais, il y a plein de montres qui arrivent. Donc, je suis en permanence en train de m'entraîner avec 2 montres. Ça m'arrive de faire des séances avec 4 montres. Ouais. Mais en fait, t'aurais dû être une pieuvre, avoir autant de tentacules que de montres à tester. Ouais, alors il y a des fois d'avoir que 2 poignets, c'est pas pratique. Alors déjà au boulot, il te reste les chevilles. Oui, ouais, non mais là c'est quand même moins cool pour faire des tests. Hein. Au boulot déjà on me chambre quand j'ai 2 montres, alors si je me pointe un matin avec 4, ça va franchement déclencher l'hilarité. Est-ce qu'il y a des façons de configurer rapidement une montre? Je sais pas, de la même manière que parfois on configure certaines applications en cliquant sur un lien, est-ce que tu as des techniques pour les configurer rapidement ou à chaque fois tu t'amuses à slider ou à appuyer sur les boutons de ta montre? Alors là, je vais dire un truc qui est pas sympa pour Garmin, mais Garmin, c'est un peu des dinosaures à ce niveau-là. C'est la seule marque que je connais où tu ne peux configurer tes écrans de données, ta configuration de profil sportif que sur ta montre. C'est-à-dire que si tu prends une nouvelle Garmin, là, je décide de tester la Forerunner 245, elle est toute neuve, elle sort du carton. Je dois m'envoyer une demi-heure de configuration de chacun mes profils sportifs avec les petits boutons de la montre, avec mes petits doigts. Je vais chercher mon champ d'allure, mon champ de chrono, mon champ de distance, et puis je les arrange comme je veux sur mes petites pages, sur mon petit écran qui fait 2 cm de large, et voilà, je passe une demi-heure à muser les doigts sur ces boutons, alors que tous les autres fabricants, que ce soit Suunto, que ce soit Polar, que ce soit Coros, enfin vraiment tous les autres fabricants proposent soit une application mobile, soit une plateforme web, voire les 2 pour configurer donc l'arrangement de ces champs de données sur la montre, et puis c'est facile, on clique, on glisse le doigt sur un écran tactile et puis on arrange ses champs comme on veut, ça va beaucoup plus vite, et c'est aussi c'est aussi un truc que je remonte chez Garmin depuis quasiment la durée que je teste des montres. Ça fait bientôt 10 ans que je leur dis quand est-ce que dans Garmin Connect on pourra faire une sauvegarde de la configuration de sa montre et puis de réarranger ses champs de données ou ses paramètres de profil sportif dans l'appli. Et voilà, c'est toujours pas là. Après, je sais pas si t'as remarqué, mais ils ont sorti récemment une nouvelle application pour gérer les applications qu'on rajoute à la montre. Donc peut-être qu'ils vont commencer à y venir sur l'application mobile en plus de Connect, de Faceit, de trucs, de machin, pour configurer tes champs de données. Ce serait bienvenu. Enfin, tout le monde attend ça, je crois. Enfin, le fait de pouvoir configurer sa montre sur la montre, c'est vraiment bien parce que ça nous permet donc de lorsqu'on est sur la piste juste avant de démarrer sa séance, on se dit ah zut, il me faudrait le champ de telle ou telle donnée et puis je l'ai pas mis. Donc c'est super pratique de pouvoir le faire quand son smartphone est au vestiaire, dans la voiture ou ailleurs et puis qu'on veut le faire sur sa montre. Mais par contre, le fait de laisser la possibilité de le faire, c'est bien, mais de pouvoir offrir la possibilité de le faire via une appli, c'est quand même mieux, c'est quand même plus évident. Pour un mastodonte comme Garmin, ça doit pas être très compliqué, je sais pas pourquoi ça coince à ce niveau-là. Et puis, voilà, on parlait de l'agencement des champs de données pour la course à pied. On peut aussi rapidement parler des données qu'on utilise sur le vélo. Hein. Sur mes compteurs cyclistes, je peux afficher plus de données sur une seule page, donc je me prive pas. Et puis là, de nouveau, hein, que ce soit un compteur Wahoo, Garmin, Polar ou peu importe, donc j'affiche les données dont on a parlé pour la course à pied, hein, la durée totale, la distance, la puissance aussi sur le vélo. Pour moi, c'est encore
plus essentiel qu'en course à pied si c'est possible. Et puis là, j'affiche quand même la fréquence cardiaque aussi. Je l'utilise pas fréquemment, je l'utilise pas souvent, mais je l'utilise quand même quand je fais des grosses montées par des grosses chaleurs. Je regarde les watts, mais je regarde aussi la fréquence cardiaque pour pas partir dans du n'importe quoi. Et puis le dénivelé, qui est encore plus important qu'en course à pied sur le vélo. Pour être complet, il reste la natation. La natation, c'est très simple. C'est l'allure du dernier tour que j'ai enregistré sur ma montre, la distance totale et le temps total de la séance, que je vais pas beaucoup plus loin. Et puis là, on est aussi en allure, hein, mais là, c'est optimiste de dire de l'allure par kilomètre. Donc sur la natation, c'est plutôt 100 mètres, par 100 mètres. Ouais, c'est ça. Sachant que ça, c'est faisable quand tu as des montres qui sont compatibles, parce que si tu as encore une, entre guillemets, vieille M400 de Polar, par exemple, elle te compte pas les tours. Donc, moi, sur ma M400, j'affichais juste le temps total, l'heure aussi, et parfois le temps intermédiaire, mais j'allais rarement plus loin. Sur certaines Garmin, on peut paramétrer la longueur du bassin, et donc, ils calculent la distance. Oui, ça, alors, il faut laisser à Garmin que leur profil de natation fonctionne particulièrement bien. En tout cas, de ce que j'ai pu tester, ils sont parmi les meilleurs algos de détection de nombre de longueurs. Ça marche très très bien chez Garmin. Et puis là, on peut vraiment se fier aux données qui sont indiquées, vu que il y a pas de GPS, il y a juste la détection de la poussée au mur qui va compter le nombre de longueurs, et en général l'allure là elle est correcte. Donc au niveau des champs de données, voilà, après il y a plein de possibilités qui sont offertes sur nos montres actuelles, hein. On va pas faire le tour de toutes les données qu'il y a, mais j'ai testé dans les semaines passées donc la nouvelle Forerunner 945 de Garmin, qui utilise des données qui sont encore plus avancées grâce aux algorithmes de Firstbeat, mais voilà, Firstbeat est capable de détecter en fait le nombre de respirations par minute, et tu peux l'afficher en champ de données sur ton profil sportif. Il est capable de dériver la distance ou la vitesse 3D, c'est-à-dire que on est capable avec l'altimètre de la montre de prendre non pas la distance GPS sur le plan horizontal, mais de tenir compte aussi de la pente qu'il y a. Là, c'est simplement de l'application du théorème de Pythagore, hein, donc de prendre la pente et le dénivelé positif qu'on a fait dans le compte de la distance. Donc pour les trailers qui font vraiment des pentes pas possibles, ça peut être utile d'inclure ces données-là. Il y a des métriques qui sont de fou. Si on prend le temps de contact au sol, l'oscillation verticale, enfin toutes les métriques de course à pied avancées de Garmin via les Running Dynamics qui sont offertes par les nouvelles ceintures à mesure de Garmin. Ouais, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de données. Maintenant, moi, la question que je me pose quand même tout le temps est, on me demande pourquoi est-ce que tu utilises la Polar Vantage qui fournit 4 fois moins de données que la Fenix 5 Plus pour t'entraîner. Bah, tout simplement parce que les données que me fournit la Fenix 5 Plus en plus de celles de Polar, elles me servent pas à grand chose. Enfin, moi, quand j'ai fini un entraînement de course à pied, je vais regarder le résumé de mon activité, je vais regarder l'allure moyenne, je vais regarder l'allure moyenne de chacune de mes répétitions où j'avais un objectif d'allure, je vais regarder ma fréquence cardiaque, je vais regarder la distance totale, je vais regarder éventuellement l'effet de training qui est calculé par les algorithmes de Polar ou de Garmin ou peu importe. Je t'arrête là, cher ami. Réécoute notre premier épisode. Qu'est-ce que l'on a dit? On n'écoute pas ces algorithmes, Grégory. Ouais, bon, je jette un œil. J'ai pas dit que j'allais les utiliser pour replanifier ma saison complète, mais je jette un œil là-dessus. Et puis, bah voilà, c'est à peu près tout. Est-ce que, franchement, alors que les auditeurs nous laissent un message sur le WhatsApp du podcast. Est-ce que vous utilisez vraiment les données d'oscillation verticale, de temps de contact au sol, de ratio de temps de contact au sol de vos entraînements de course à pied pour améliorer votre course à pied, votre économie de course ou pour replanifier d'autres séances plus tard? Moi, je l'ai jamais fait. J'ai épluché ces données parce que je les ai testées sur le site à un moment quand elles sont arrivées sur le marché. Je les ai trouvées intéressantes dans le sens où c'est toujours intéressant de voir de nouvelles données, ce qu'elles peuvent fournir. Mais j'ai jamais mis en application quoi que ce soit par rapport à ces données
parce que je sais pas les utiliser pour ma course à pied. Donc éventuellement la cadence de course, c'est encore la dernière donnée que je vais pouvoir regarder, parce que je sais qu'il faudrait tendre vers le 180 pas par minute pour avoir une course à pied plutôt efficiente. Et encore, plus on est grand, moins la cadence est censée être élevée. Donc voilà, un bon ratio pour moi. Je pense qu'à partir de 170 pas par minute, je commence à avoir une efficacité de course qui est correcte. Mais voilà, même la cadence, j'y passe pas non plus des heures et des heures à analyser ça, quoi. Donc après, le nombre de respirations par minute que j'ai fait pendant mon intensité de course à pied, moi je trouve cool de pouvoir l'avoir, parce que je suis un peu un gars technique, et puis je trouve ça rigolo d'avoir une donnée en plus avec les 120 données qu'on avait avant. Maintenant il y en a 121, mais je vais pas l'utiliser pour améliorer mon entraînement. Enfin, je sais pas comment l'exploiter. Je pense que ça ne s'adresse pas forcément à nous, sportifs amateurs, tant que tu n'es pas sportif professionnel, et je pense même pas que ce soit toi le sportif qui analyse ces données. C'est éventuellement ton coach ou quelqu'un de ton staff qui va les analyser pour toi, avec qui tu vas en parler, et qui va te dire éventuellement, écoute, pour cette série d'entraînements-là, tu vas essayer de te concentrer sur une meilleure respiration. Ça devrait t'aider à dégager la cage thoracique et machin, etc. Et donc courir plus détendu, et donc pour aller plus vite. De la même manière, tu auras peut-être un coach ou une autre personne de ton staff, voire même peut-être pourquoi pas ton kiné ou ton physiothérapeute, qui va te dire, bon, ton temps de contact au sol, je le trouve un peu trop lent, et du coup si tu bondissais un peu plus, donc si tu avais un temps de contact un peu plus faible, tu pourrais améliorer ta foulée. Mais encore une fois, mon idée est que ces données-là, elles peuvent être cool, elles peuvent être intéressantes à regarder de temps en temps, mais à moins d'être guidé, orienté sur l'analyse approfondie de telle ou telle donnée, tu vas pas forcément l'afficher dans ton profil pour la regarder pendant ton entraînement. Non, et puis je vais te dire un secret, Hermano, mais ça reste vraiment entre nous deux. Les sportifs professionnels, en tout cas les triathlètes professionnels que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter. Alors, il y en a qui sont des sportifs qui sont maintenant retraités du circuit professionnel d'Ironman. Je pense en particulier à Mike Egro, qui est un sportif vaudois qui a bien performé sur Ironman. Il a fini 6e à Hawaï chez les pros, donc ça dénote quand même d'une certaine compétence triathlétique. Et lors d'un repas, on discutait un petit peu des techniques d'entraînement, etc. Puis je lui ai demandé un petit peu les watts qu'il avait à vélo, et puis il m'a regardé avec des yeux, mais des watts de quoi? Et puis je lui ai demandé, mais t'as pas un capteur de puissance sur ton vélo? Non. Moi c'est non, j'utilise pas ça. La fréquence cardiaque, ouais, de temps en temps je mets la ceinture, mais bon, voilà. Donc en fait, les professionnels sont pas forcément tous. Alors il y a le contre-exemple, hein. Il y a le fameux Chris Froome qui regarde pendant quasiment l'intégralité de l'étape le nombre de watts qu'il avait sur son compteur. Donc il y a toujours le contre-exemple, mais t'as vu le résultat, la dernière fois qu'il a regardé les watts, il a pris un mur. Ouais, bon, alors après, voilà, c'est pas très sympa ça pour lui, mais effectivement, il n'est pas sur le tour cette année. Mais voilà, il y avait aussi l'exemple de Sebastian Kienle, donc le sportif, le grand triathlète allemand qui performe très très bien sur Ironman. Oh, il a eu un peu chaud à Francfort cette année. Ouais, qui est aussi un grand porteur d'image pour Polar, en tout cas qu'il était au lancement de la Polar Vantage. Et puis au moment du lancement marketing de la Polar Vantage, Kienle était sur une compétition en Allemagne. Alors je sais plus laquelle c'est, je sais pas si c'était l'Ironman de Francfort, je pense pas, c'était trop tôt dans la saison. Enfin, je suis pas sûr que c'était Kona, mais alors Kona c'est pas en Allemagne, hein, je te rappelle quand même juste comme ça. Mais non, ça je sais bien. Mais en gros, les marketeurs de Polar étaient complètement hors d'eux, parce que voilà, ils venaient de lancer la Polar Vantage. Kienle était un athlète sponsorisé par Polar pour utiliser leur truc. Et en fait, tu vois le live de la compète et tu vois Kienle qui est sur le marathon de son Iron. Il a une montre ni au poignet gauche ni au poignet droite. Donc mais parce qu'il l'a mis à la cheville comme toi quand tu les testes. Alors je suis pas certain qu'il l'avait à la cheville, tu vois. Et puis pourtant il a fini sur le podium du truc. Donc les sportifs professionnels, je pense pas que c'est eux qui sont les plus à vouloir chercher absolument des données dans tous les sens. Non, mais c'est bien ce que je te disais, hein, c'est que pour moi, ce sont pas eux qui cherchent les données, c'est leur staff qui éventuellement les aiguille vers une analyse de telle ou telle donnée. Et comme toi, je connais un paquet de sportifs pro ou de très haut niveau qui utilisent très rarement la montre. Mais aussi, pourquoi ça ?
parce que ce sont des gens qui se connaissent tellement bien à force de s'entraîner et de pratiquer et d'essayer, de chuter, de remonter, de réessayer, que une variation de 5 secondes au kilomètre, eh ben, ils la sentent, hein, pour revenir sur le début de l'épisode. S'ils courent à 2,15 ou à 2,20, ils sentent la différence. Là où nous, entre 4,10 et 4,35, ouais, c'est un peu plus dur. Ouais. Bah tiens, je vais un peu trop vite. C'est ça. Et en regardant la montre, quoi. Ouais. C'est ça. Mais non, effectivement, je suis 100% d'accord avec toi. Et on en parlait avec Denis, on en parlait dans notre épisode où on parlait de pacing sur les compètes. Se connaître et pouvoir y aller au feeling, c'est une richesse extraordinaire pour un sportif. C'est-à-dire de pouvoir se passer de sa montre. Ça va pas plaire aux grandes marques de montres de sport, mais le jour où on arrive à se passer de sa montre complètement sur des épreuves de cyclisme, de course à pied, etc., c'est que on arrive un peu à la quintessence de notre perception de sportif. Ouais, et c'est justement, enfin c'est encore un autre sujet, mais c'est justement la phase dans laquelle je suis actuellement. Après le marathon de Rotterdam, j'ai un peu souffert et j'ai eu un peu du mal à me remettre dedans. Là, avant de préparer un prochain objectif, j'essaie de profiter de cet instant de début d'été où je cours l'esprit relax pour ressentir les sensations et me sentir à l'aise, sans regarder l'allure ni rien. Et ça, je pense que tout sportif devrait le faire, cette espèce de phase entre deux objectifs, voire même entre deux saisons, si la saison c'est un objectif, pour pouvoir se recentrer sur lui-même. Ouais, alors ça c'est clairement mes mois de novembre, décembre, janvier, hein. C'est de courir avec la montre, mais où la montre affiche rien, ou alors je la regarde pas, et puis je vais courir aux sensations, et puis recommencer avec des entraînements plus structurés pour le début de la saison suivante. Mais t'as raison. Et je pense que c'est une très bonne conclusion sur l'utilisation de toutes ces données qu'on a évoquées dans cet épisode. La conclusion, c'est la même que celle qu'on avait fait pour le pacing sur les compétitions. C'est vraiment de savoir s'écouter et puis d'apprendre à gérer tout ça pour le jour où notre montre nous laisse tomber en cours de route, ou alors pour le jour où on veut s'écouter soi plutôt que d'écouter sa montre. Bon, on est quand même un peu à l'antithèse de notre podcast. C'est Nakan, le podcast des sportifs connectés. Et on leur dit de se déconnecter. Apprenez à vous déconnecter, les gars. Il faut savoir, c'est faire la part des choses, et il faut savoir quand il faut être connecté, et il faut savoir quand il faut plus l'être. Et le jour où tu comprends et que tu arrives à gérer cet équilibre, t'es vraiment un sportif connecté. Ouais, malgré tout, moi, j'invite nos auditeurs à rester des sportifs connectés pour écouter nos épisodes, et puis une fois qu'ils ont fini l'entraînement et qu'ils ont synchronisé leur montre, qu'évidemment ils n'ont pas regardé, qu'ils regardent le compte rendu de la montre, et puis surtout qu'ils aillent sur les plateformes de podcast et de réseaux sociaux, nous mettre tout plein de pouces, des petites étoiles, nous faire des commentaires, nous dire ce qu'ils ont pensé de notre épisode. Ça nous permet toujours un petit peu de gagner en visibilité, et puis pas hésiter à décrocher le téléphone, à aller sur WhatsApp et à nous laisser soit un petit message audio, soit un petit message écrit pour poser vos questions, comme l'a fait Arthur, et comme l'avait fait notre auditeur à qui nous allons répondre dans quelques semaines. Oui, je crois que dans 2 semaines, on peut le dire, on a déjà pris le rendez-vous avec un participant au podcast que les auditeurs connaissent déjà, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. On a répondu à la question de notre auditeur qui demandait à Denis Boucher quelques précisions sur l'alimentation du sportif. Le rendez-vous est déjà pris, et on peut déjà vous dire que ce sera diffusé dans 15 jours. C'est parfait tout ça. Écoute, Hermano, je te remercie pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle discussion qu'on a pu avoir tous les deux. Donc on continue à ce rythme, un épisode avec un invité, et puis un épisode où on répond aux questions des auditeurs, et puis nous on parle de nos sujets respectifs à deux. Et puis voilà, aujourd'hui c'était intéressant encore une fois d'évoquer un petit peu ces utilisations de gadgets électroniques, mais de savoir aussi s'en séparer. Et oui, écoute, je te remercie aussi, Grégory, et puis je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. À bientôt. Salut.